Bonjour Père Boulade. Bonjour Jean-Chêne. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes père jésuite en Égypte, mais vous êtes parfaitement francophone. Je suis francophone parce que mes parents étaient dans des écoles françaises, des frères ou des sœurs. Disons que la francophonie a été pendant un siècle et demi la langue de culture en Égypte, depuis l'expédition de Napoléon et Mohamed Ali, et surtout depuis l'arrivée des missionnaires français qui ont créé des établissements scolaires à travers toute l'Égypte, qui ont été déterminants dans l'orientation qu'a prise l'Égypte comme français langue de culture, si je puis dire. Donc, avant l'influence anglaise qui est arrivée après. Disons que les Anglais, c'était plutôt d'ordre politique, alors que les Français, c'était plutôt d'ordre culturel. Voilà. Ce qui est mieux en termes d'imprégnation et de long terme, voilà. Parce que les écoles catholiques françaises subsistent toujours. Il y a un réseau d'écoles encore en Égypte, grâce à Dieu, assez fort, qui existe encore. Il y a environ 160 écoles, collèges, qui sont très appréciés, et même la plupart des familles musulmanes veulent mettre leurs enfants chez nous, à cause de la qualité de l'enseignement et de l'éducation. Bon signe. Comme en France, des familles musulmanes mettent leur progéniture dans des écoles catholiques pour le niveau. Oui, aussi parce qu'il y a parfois des problèmes dans les écoles publiques. Et même l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, a mis ses enfants dans une école catholique. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passé en France. Alors, on profite de vous avoir sous la main pour savoir maintenant quelle est l'évolution en Égypte. Là, nous sommes le 4 juillet 2019. Et vu de loin en France, l'information sur ce qui se passe en Égypte n'est pas complète. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire la situation des chrétiens, tous rites confondus en Égypte, comment s'est-elle, si c'est le cas, comment s'est-elle améliorée au niveau, je crois déjà, des permis de construire pour rénover des églises? Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore, c'est pas l'idéal encore. Je sais pas, vous allez nous dire. Oui, disons que depuis l'accession du maréchal Sissi comme président d'Égypte, il y a certainement mieux pour la situation des chrétiens, au moins officiellement. Disons que le changement de régime ne change pas automatiquement le sentiment du peuple égyptien qui a été pendant 60 ans ou plus marqué par les frères musulmans et tout le courant intégriste et radical des frères musulmans. Ils ont été interdits, mis hors la loi par le président actuel. Il n'empêche que ils ont infiltré tellement la société, les structures même de l'État, si je puis dire, que l'intégrisme est toujours présent, étant donné que ce refus, ce rejet des chrétiens est dans les textes fondateurs de l'islam, et qu'on ne peut pas les éliminer. Et donc, comme les frères musulmans se réclament de ces textes fondateurs, ils disent c'est nous la version vraie de l'islam, dans ce cas-là de radical, si je puis dire. Donc du coup, localement, comme l'Égypte est un pays très grand avec des zones rurales où vivent des chrétiens, c'est dur s'il y a des différends entre disons les communautés. Au quotidien, on ne sent pas ça, mais les chrétiens, les villages chrétiens qui sont isolés dans la campagne, ou bien les familles chrétiennes qui sont dans un immeuble entièrement musulman, ou bien dans des zones urbaines plus ou moins islamisées, ils sentent un rejet, une discrimination,
même au niveau de l'administration, bien que le régime de Sissi se veut neutre ou bien accueillant aux chrétiens, mais il y a la réalité, on ne change pas la société tout entière parce qu'on a changé de régime. Disons, les positions de Sissi sont appréciées par les chrétiens, grandement appréciées. Il a même construit la plus grande cathédrale de tout le monde arabe dans sa nouvelle capitale du Caire. Mais c'est plutôt un signe d'ouverture vis-à-vis d'un geste, vis-à-vis des chrétiens. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer une imprégnation qui est dans les programmes scolaires, qui est dans les prêches du vendredi. Il veut les contrôler, il essaye. Il veut surtout modifier et expurger les manuels scolaires de tout ce qui est intolérance et haine du chrétien. Il y en a encore, malheureusement. Il a beau dire au cheikh de l'Azhar, Ahmed Taïb, il faut absolument expurger, si je puis dire, ou bien alléger ces programmes de tous les textes appelant à la haine et à la rejet du chrétien. Et l'autre s'obstine. Il y a une espèce de bras de fer en ce moment entre le président et le chef de l'Azhar. Ah d'accord. Ah, c'est malheureux. Et public. C'est-à-dire que le président a demandé depuis 3 ans, chaque année, au moment de la fête, de la grande fête musulmane, devant un auditoire de plusieurs centaines de chers musulmans, d'enlever ces textes-là. Il a demandé publiquement, ouais. Publiquement, à la télévision, en lui disant, mais c'est pas possible. Tu veux massacrer 1,5 milliard de chrétiens, mais enfin, c'est quoi ça? Je disais que c'est le bras de fer entre le président Sissi et le cheikh de l'Azhar, Ahmed Taïb, qui est, malgré une formation à la Sorbonne en France, où il est passé quelques années ici en France, il reste extrêmement fermé, bloqué, radical, et le maréchal Sissi n'arrive pas à le faire fléchir, parce que sa position, celle de Taïb, exprime un peu le courant pur et dur de l'islam. Parce qu'il y a aussi, il faut qu'ils prennent en compte, dans cette énorme université d'Al-Azhar, il y a des centaines et des centaines de professeurs, donc il est comptable devant eux quand même d'être le garant du véritable islam. Il ne peut pas balancer par-dessus bord des traités de jurisprudence médiévaux, je sais pas, exactement. Et lorsque l'Église catholique et le pape François disent que cet islam radical n'est pas le véritable islam, ils se gourrent, ils se trompent, parce que c'est le véritable islam dans ce qu'il a de plus pur. Parce qu'il faut bien noter que l'islam a passé par 2 phases. La phase mécoise, 13 ans, où Mohammed, les messages et les versets coraniques étaient tolérants, ouverts aux juifs et aux chrétiens, avec une perspective spirituelle. Mais à partir du moment où il s'est vu refusé par les Mécois, il a été à Médine, fondé sa ville, et à partir de là, il y a eu 10 années de versets médinois qui sont vraiment radicaux et intolérants, qui sont la source d'inspiration précisément des frères musulmans et de cet islam sunnite orthodoxe
qui domine actuellement. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, le slogan des frères musulmans qui en sert leur logo, ce sont les premières phrases du verset qui dit « Et équipez vos chevaux ». Il n'y a pas la suite, mais la suite c'est pour aller au combat. C'est pas exactement la phrase, mais préparez vos montures pour aller en gros faire la guerre. Oui. Donc à partir de là, le message est très clair et c'est basé sur le Coran, malheureusement. Donc, Et puis le mot jihad, qu'on veut édulcorer en disant qu'il s'agit du jihad spirituel, du combat spirituel, très rarement ce sens-là. Le jihad, c'est le combat armé. Oui, dans tous les traités de jurisprudence sunnites, il y a toujours un chapitre sur le djihad, le livre du djihad, et c'est vraiment dans le sens du combat armé, hein, c'est très très clair. D'ailleurs, il y a un livre qui marche très bien en France chez les musulmans, c'est un livre de Ibn Hajar al-Asqalani qui était un cadi en Égypte, donc c'était au XVIe siècle ou XVe siècle, je ne sais plus exactement. Et son livre s'appelle Bouloug al-Maram, un nom comme ça. Et la traduction française, il y a vraiment un chapitre sur le djihad où on explique qu'on peut lancer des balistes, des sortes de catapultes sur les villes pour les assiéger. Et s'il y a des morts chez même les civils, c'est du dommage collatéral. Alors, en gros, c'est ça. Mais du coup, c'est assez inquiétant parce que les textes fondateurs de jurisprudence, ils ont été arrêtés au Moyen-Âge et ils ne sont pas remis en cause parce que ceux qui les ont écrits étaient des illustres docteurs de la loi à l'époque. Donc il y a un moment où ça coince. Ah non, parce qu'en fait, au même moment où ces textes étaient proclamés, il y a eu une décision prise par les ulémas de l'époque, la porte de l'ijtihad est fermée. Ça veut dire toute réflexion critique sur l'islam est interdite, étant donné que l'essentiel a été déjà dit par ces ulémas du 9e siècle, ou du 10e. Alors, si bien qu'ils ont cadenassé la réflexion, et c'est ce qui a maintenu le monde arabo-musulman dans un état d'arriération culturelle, malgré certaines époques qui étaient très... Du moins, l'effort d'interprétation ou de création juridique, l'ijtihad, il peut quand même s'appliquer pour toutes les questions qui ne sont pas résolues par les textes existants. Parce que même Saïd Ramadan, le fils de Hassan al-Banna, eh bien, dit qu'il faut employer l'ijtihad, mais juste pour les choses qui n'ont pas été traitées actuellement. Donc il faut faire attention, parce qu'il est quand même, même chez les islamistes, on parle de cet effort intellectuel, mais ça ne peut pas remettre en cause tout ce qui a déjà été tranché par la jurisprudence. Sûr, oui. Donc c'est assez limité. Ouais. Et concernant souvent les chrétiens en Égypte, quand il y a des différends, quand ils se font malmener, il y a des sortes de conseils intercommunautaires pour régler la situation à l'amiable sans passer par les tribunaux. Et ça existe encore, parce que c'est une manière de pas poursuivre les auteurs, de juste dire bon ok, serrez-vous la main et on n'en parle plus et c'est fini. Donc c'est ça qui est terrible, c'est pratique qui existe encore. La violence éclate régulièrement, des magasins sont brûlés, détruits, pillés. Encore maintenant, là on est en 2019, ces derniers mois. C'est sporadique, c'est pas quotidien, mais c'est sporadique. Tantôt dans tel village, dans tel quartier, où des chrétiens kidnappés, surtout des chrétiennes, des filles qui sont mariées de force à des musulmans après avoir été kidnappés. Encore maintenant, parce que ça c'était un gros problème dans les débuts des années 2010, ça existait encore. Et là, vous nous dites que ça arrive encore là ça en arrive 2000, encore, d'après les renseignements. Parce qu'il y a des sites d'information, Jihad Watch, bien Solidarité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Copte, ouais. Oui, Solidarité Copte. Exactement. Qui dénonce chaque semaine certains cas
mais c'est moins fréquent que dans le passé. Ouais. Alors, il n'arrive pas du jour au lendemain à éradiquer cet esprit d'intolérance qui a imprégné la société, bien que dans les milieux, disons, riches ou bourgeois, cette tendance n'existe pas, mais elle est latente, rien peut ça rejaillit sporadiquement de temps en temps, et voilà. Ça dénote quand même la tournure d'esprit qui est toujours imprégnée chez certains musulmans. En fait, elle est tellement liée à l'islam dans son essence qu'on voit mal comment ça disparaîtrait. La seule espérance, si on peut parler, c'est que les musulmans eux-mêmes se révoltent contre cette interprétation radicale de l'islam. Disons qu'il y a 7 tentatives de modernisation de l'islam depuis 2 siècles. Il y a eu celle de Mohammed Ali, qui est le fondateur de la dynastie qui a abouti à Farouk, qui a voulu moderniser l'islam au forceps, surtout avec la France, en envoyant des savants en France, et faisant venir des Français. Il y a eu celle politique de Orabi et de Saad Zagloul. Il y a eu, à ce moment-là aussi, la Turquie, avec Kemal Atatürk. Il y a eu la Nahda, qui est la Renaissance, avec des Syro-Libanais qui sont venus en Égypte et qui ont... Il y a eu... et puis la dernière tentative, c'est celle de Mohamed Taha, qui a été pendu sur la place de Khartoum en 1985 pour avoir voulu inverser la théorie de l'abroger, que les versets mécois auraient prééminence sur les médicaments. Ouais, et puis il y a eu Farak Foda en 92 qui a été pendu, ou qui a été assassiné oui. Parce que lui, il avait écrit plusieurs textes, mais des textes assez anodins pour demander plus de clémence pour les Coptes et peut-être une modernisation de l'islam. Et d'ailleurs, c'était un des grands penseurs des frères musulmans qui s'appelle Muhammad Ghazali, qui est mort en 96, je crois, qui avait dit qu'il fallait le tuer, en gros, et donc il y a un militant des frères qui s'en est chargé. Et d'ailleurs, ce type, ses livres sont maintenant traduits en français, vendus en France dans les librairies musulmanes. Donc c'est assez inquiétant. Donc Farak Foda, c'est un des derniers cas vraiment qui avait fait parler de lui. Il y avait aussi Abu Zaïd qui avait dû s'exiler. Ouais, et toutes les tentatives de réforme de l'islam ont échoué. C'est important de le rappeler. Et ceux qui tentent de le faire maintenant, eh bien, ils sont tous en Europe, parce que dans le monde arabe, leur espérance de vie serait écourtée par des positions aussi hardies que de plaider de telles réformes. Ok, très bien. Bon, quelle est votre vision à moyen long terme de l'Égypte? Vous êtes optimiste? Est-ce que le président Sisi va se faire réélire? C'est l'année prochaine, je crois, qu'il y a... Oui, très probablement, il sera réélu parce qu'on n'a pas d'alternative. Disons, le peuple ne veut pas les frères musulmans et il rouspète par rapport aux restrictions sur la liberté d'expression du régime actuel. Qui est réel. Qui est réel et musclé. Et disons qu'il y a régulièrement des rafles dans les cafés où des jeunes discutent politique, expriment leur mécontentement par rapport aux restrictions à la liberté d'expression. Et en même temps, comment dire, un malaise, plus qu'un malaise, une révolte contre la cherté de la vie. L'inflation, les prix des denrées de base montent. Disons, Sisi a fait une réforme qui était indispensable,
qui est de laisser la livre égyptienne flotter alors qu'elle était soutenue artificiellement depuis 50 ans. Alors, ceci a fait que, en s'alignant sur les prix internationaux, les prix sont montés en flèche, multipliés par 2, par 3, par 4. Alors, le peuple n'arrive pas à suivre parce que les salaires n'ont pas du tout suivi. Alors, il y a un mécontentement profond chez le peuple, mais je ne pense pas qu'il entraînera une modification dans le choix du prochain président, parce qu'on n'a pas d'alternative. D'accord. Alors, moi je dis quelquefois, préférez-vous une dictature militaire ou une dictature religieuse? Alors évidemment, les gens répondent, nous préférons la démocratie. Je dis, mais la démocratie, elle a vécu 4 jours en 2013, et puis elle a été arnaquée par les frères musulmans. Alors, dans une perspective réaliste, il faut se dire que le passage à la démocratie prendra peut-être 50 ans ou 200 ans comme en France, mais avec un peuple analphabète à 50%, on ne peut pas installer la démocratie comme ça. C'est tout un développement culturel, intellectuel qui n'est pas fait, et sans ce développement, l'Égypte n'arrivera pas à déboucher dans la modernité. Parce que maintenant, Sisi s'est braqué sur de grands projets pharaoniques, si on peut dire. La nouvelle capitale, le canal de Suez. À Alexandrie, il y a une nouvelle grande... un centre, c'est pas la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, ils veulent faire un grand projet. Ça déjà à 20 ans. Et dans la vallée du Nil, il y a aussi un centre culturel tout nouveau. Il y a un projet assez pharaonique, c'est le cas de le dire, je crois. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a le tourisme. Le tourisme repart quand même un peu. Le tourisme repart grâce justement à cette main de fer du régime actuel qui réprime tout acte terroriste, parce que le moindre acte terroriste bloquerait le tourisme. Alors, donc, Sisi a ouvert l'Égypte des marchés mondiaux, l'Afrique, l'Asie, la Chine, la Russie, etc., l'Amérique, main tendue. Donc, si vous voulez, il y a un redémarrage de la macroéconomie, et la microéconomie n'a pas encore suivi. Ça met du temps. Alors, la macroéconomie fait qu'on a de nouveau confiance dans la stabilité et la sécurité en Égypte, mais c'est pas du jour au lendemain qu'on change les réflexes des gens. D'accord. Bon, eh bien, on va attendre de voir la suite. Ouais. On va suivre ça de près, et puis on invite ceux qui nous écoutent à partir en vacances en Égypte, c'est le moment. Le prix des palaces est dérisoire, on peut faire des beaux circuits à des prix imbattables, et la sécurité est revenue. Certes, il y a eu, c'est plutôt dans le Sinaï qu'il y a parfois des accrochages assez sévères, et il y a eu des touristes qui ont été, il y a quelques mois, il y a eu un problème, mais c'était isolé. C'est quand même le moment de partir. Ouais. Voilà, parce que je vous dis ça parce qu'on est début juillet. Bon, les gens ont déjà prévu les vacances, mais pour les prochaines. Oui, vous êtes invités en Égypte, en tout cas, tous ceux qui nous écoutaient. Très bien, on vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Joachim. Et à bientôt. Merci.